Bonsoir à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous des Racines et des Ailes. Pour ce nouveau numéro de notre collection Passion Patrimoine, notre Tour de France nous emmène ce soir dans quelques-uns des plus beaux villages de France. Il recèle d'innombrables richesses que vous allez découvrir en compagnie de personnages hors du commun qui se battent pour faire vivre et transmettre un patrimoine qui sans eux serait souvent laissé à l'abandon. Première étape de notre voyage, les Pyrénées-Orientales, avec Joël qui est cafetier et pompier bénévole dans son village de Villefranche de Conflans. Nous allons sillonner la région du Fort Libéria, chef-d'œuvre de Vauban, jusqu'au sommet du pic du Canigou, la montagne sacrée des Catalans. L'occasion également de découvrir ce territoire grâce au petit train jaune qui relie de nouveau les villages de la plaine à ceux des montagnes. Département des Pyrénées-Orientales, près de la frontière espagnole. L'un des plus grands feux de la saison vient de se déclarer et il menace les villages voisins. En première ligne, les pompiers volontaires. Ils sont commerçants, artisans, agriculteurs, et tous se mobilisent pour défendre leur village et leur région. Parmi eux, Joël est né, un enfant du pays. Prenez les sacs de fuite, va. Donc là, je ne sais pas si c'est un accident, on ne connaît pas la cause, mais il est bien parti. Et en plus, il est à contre-vent, mais malgré tout, il génère son vent, comme souvent le feu, et il avance avec beaucoup de force. La nuit sera longue. Joël est engagé comme pompier volontaire depuis 23 ans. Le feu est en train de sauter la piste pour accéder au piton rocheux. Je pense que vous pouvez faire un établissement pour aller le chercher et calmer le jeu. Bon, mettez-vous à genoux, les gars. On bouffera moins de fumée. T'as vu, l'eau, ça lui apporte de l'oxygène et il repart de plus belle. T'as vu la rafale de vent? T'as vu la reprise comme ça? Là, il y a eu rayonnement. En moyenne, Joël réalise près de 250 missions par an. Une véritable vocation. La tâche que j'ai de ma terre catalane, là, et d'un point de vue environnemental et aussi d'un point de vue humain, puisque dans nos villages, on a pas mal de personnes âgées ou de gens un peu en détresse. Donc c'est vrai que d'être pompier, quand on est valide et en pleine forme et qu'on a quand même un peu d'obstination, ça m'apparaît être un bon choix. Dans ces vallées reculées, la mobilisation des pompiers volontaires est essentielle. Mais Joël a bien d'autres talents qu'il met chaque jour au service de son village et de ses habitants. Au cœur des Pyrénées-Orientales, à une cinquantaine de kilomètres de Perpignan, Villefranche de Conflans, une cité médiévale fortifiée. C'est ici que vit Joël, le pompier volontaire. Il est né dans ce village et il en est certainement l'un des plus fervents ambassadeurs. Moi, ce que j'adore avec Villefranche, c'est le côté rafraîchissant, surtout en été. Il y a des ruisseaux qui circulent comme ça avec de l'eau. Ça fait un petit bruit apaisant. Et quand j'étais petit, pour l'anecdote, on buvait, nous en tout cas, les gosses du village, on buvait cette eau-là. Donc ça a dû nous immuniser de pas mal de choses. Félix, Féfé. Féfé pour les amis. Ma sage femme, d'après ce qu'il dit, il m'a connu tout petit, mon sage homme. Moi, je l'ai vu naître, lui. Non, mais il est fou, hein, mais c'est sérieux, hein, il est fou. Hein. Heureusement qu'il est là, cela dit. Pourquoi Parce que c'est le maillon fort du village. Mais voilà, le type, il est là. Vous avez un problème, il est là. Voilà. Il y a une dame qui tombe, c'est pour Joël. C'est un peu normal, hein, je suis engagé pour ça. Hein. C'est non, normal. mais sérieux, c'est vraiment, voilà, c'est le type, s'il n'était pas là, je sais pas comment on ferait. Il participe à la dynamique du village. Participe? Non, il envoie le bois.
Allez, tonton qui casse les pieds comme tous les jours. Souris à la vie. Villefranche attire de nombreux visiteurs. Mais en dehors de la saison touristique, la plupart des boutiques sont fermées et le village ne compte plus que 239 habitants. Alors pour offrir tout au long de l'année un lieu de vie convivial et chaleureux, Joël a repris le bistrot que ses parents tenaient avant lui. Oui, il arrive le deuxième. Parce que même à l'intérieur, j'ai entendu la commande. À l'intérieur, j'ai entendu la commande et du coup, eux, ils ne savaient plus non plus. 3 et 1, 3 et 2, 4 et plus. Le fil vert, bouton vert, le fil rouge, bouton rouge. Oui. L'établissement est ouvert 7 jours sur 7 et quelle que soit la saison, il ne désemplit pas. C'est un peu le fief, le quartier général de pas mal de catégories de personnes. Jeunes, âgés, riches, pas riches. Donc ici, c'est plutôt un bar populaire. La sauce rouge, c'est un velours de poivron rouge, à façon un peu catalane. C'est-à-dire que les touristes peuvent côtoyer les gens Voilà, du village. voilà, il y a un mélange et c'est vrai que pour les gens du pays aussi, il faut qu'il subsiste un lieu qui, même s'il y a moins de touristes, admettons, en plein hiver, puisse être le lieu de vie avec du chauffage pour les retransmissions sportives, par exemple aussi, ou pour lire le journal, ou pour ne serait-ce que pour pas être seul. Café ? À l'intérieur, l'ambiance est soigneusement étudiée. Le jaune et le rouge, en hommage aux couleurs du drapeau catalan, et une décoration personnalisée qui ne laisse aucun doute sur l'identité du propriétaire. C'est bien beau d'allumer des cobuages, mais il faut savoir éteindre les feux de forêt aussi. Le mythique Canadair, qu'ils ont bien voulu nous livrer aux couleurs catalanes, ce qui les gaye. L'hélicoptère de sécurité civile, il est aux couleurs catalanes. Bon, c'est un bon choix du ministère de l'Intérieur. Nous, quelque part, ça catalanise les moyens nationaux. Super. C'est un peu une caverne d'Alibaba quand même. C'est la caserne d'Alibaba. La caserne d'Alibaba. Et ça ne s'arrête pas là, car le bar est également le rendez-vous de tous les amoureux de l'histoire et du patrimoine. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On vient se renseigner pour la sortie au Fort Libéria. C'est ouvert. Oui. Le fort fonctionne toute l'année. Oui, oui. Vous voulez monter comment, à pied ou en 4x4? Qu'est-ce que vous préconisez? Ça se passe comment? Ben, disons qu'il y a plusieurs possibilités. Ben, ceux qui montent à pied, donc il y a la montagne, il y a aussi le souterrain, mais qui est plutôt utilisé pour le retour. 700 et quelques marches. Ou alors le 4x4, il est devant, c'est comme un taxi un petit peu. Il vous fait gagner du temps, il vous évite de crapahuter. Et en plus, il y a 2 personnes qui sont déjà réservées. Donc si vous voulez profiter du voyage, on allait partir. Ouais. Bon, ben, alors on y va. Super. Allez. Ça tombe bien. Cafetier, pompier, Joël est également un acteur engagé dans la défense du patrimoine de son village. Cet après-midi, il accompagne un groupe de visiteurs sur l'un des sites les plus spectaculaires de la région. Le Fort Libéria, un chef-d'œuvre de Vauban. Depuis 2008, Villefranche et le Fort Libéria sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors regardez, il y a eu une vie autre que militaire ici aussi. On voit les fameuses terrasses, en catalan les fèches. Les pierres, elles sont empilées les unes aux autres sans ciment, sans chaux, sans rien. C'est la technique de la pierre sèche. Alors la pierre ici, c'est important parce que sur ce massif-là, il y a des gisements de marbre rose. Et s'il y avait une appellation d'origine contrôlée pour les cailloux, comme ça existe pour le vin ou le fromage, nous, on aurait AOC, marbre rose de Villefranche. Construit sur les hauteurs de Villefranche, le Fort Libéria est le point d'orgue du système défensif imaginé par Vauban pour protéger le village. En 1659, la France et l'Espagne signent le traité des Pyrénées, qui met fin à 24 ans de guerre. Ce traité redéfinit les frontières entre les deux pays. Il décide notamment le rattachement au Royaume de France des territoires catalans situés au nord des Pyrénées. Villefranche, point de verrou au confluent de 3 vallées, devient un enjeu stratégique majeur.
voit bien l'intersection, l'entrée de la vallée et de la plaine. Oui, voilà. Là, tu as la vallée du Cadi, donc voilà. Là-bas, la vallée de la Rodja. Et cette grande vallée, c'est la vallée de la Tête. Et donc, le fort protégeait le village et l'accès à ces vallées. Voilà, et en assurer la sécurité et le contrôle. Voilà, et en plus, a permis aussi stratégiquement, certainement, d'en imposer pour faire régner l'ordre et la paix sur le secteur. La construction débute en 1680. Vauban imagine un système défensif invulnérable, à l'épreuve des canons, érigé dans le marbre rose de Villefranche. Cette histoire, Joël la raconte chaque fois qu'il fait visiter le fort. Le caillou, donc la brique catalane, finissant la partie haute du chemin de ronde, permettait aux balles de venir finir et de s'éclater, de s'écraser sur ce matériau plus tendre et qui permet justement d'éviter les ricochets de balles qui taperaient sur les pierres et blesseraient ou tueraient des soldats par ricochet. Donc, on a trouvé des balles qui sont donc comme une goutte de plomb, quoi, qui se seraient aplaties. Allez, allez-y. Le fort Libéria accueille des garnisons jusqu'au début du XXe siècle. Il est ensuite mis en vente. Plusieurs propriétaires se succèdent et le monument se dégrade peu à peu. Mais dans les années 80, un homme entreprend de lui redonner vie. Pierre Ménet, le père de Joël. C'est le cas. Donc, mon père et José, donc, ils sont en train de fignoler un petit peu. On a prévu de faire un banc, puisqu'on a pensé un peu que le fort étant tout en escalier, tout en dénivelé, quelques zones de repos pour notamment les personnes un peu âgées ou en mobilité un peu réduite puissent quand même se reposer. Là, vous avez différentes teintes. Vous avez le marbre gris. Tout le reste, donc, ce sont des marbres qui vont du blanchâtre au rose, au violet. Donc moi, je récupère un peu toutes ces pierres qui sont en abandon dans les carrières pour les réutiliser ici. Évidemment, le banc, ce sera une espèce de palette de tous les marbres différents du secteur. C'est pas mal. Pour sauver le monument de la ruine, Pierre Ménet s'associe avec 3 commerçants de Villefranche. Et en 1985, il acquiert le fort Libéria en concession pour 99 ans. Il met son argent et toute son énergie pour restaurer le fort et enfin l'ouvrir au public. Et donc, on s'est lancé dans l'affaire. On a hypothéqué tous nos biens, tout ça pour une passion. Et on ne s'est pas trompé. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut se donner à fond, il faut être passionné. Et on s'aperçoit quand même qu'au niveau fréquentation, personne n'en a douté. Mais nous sommes arrivés à être un des fleurons du Conflans. Et on est à l'heure actuelle le 7e site visité du département, ce qui est très bien pour nous. Avant de conclure, Joël invite son groupe à découvrir l'une des curiosités du site. Un souterrain de 734 marches, creusé dans la montagne sous Napoléon III, par lequel les visiteurs vont pouvoir rejoindre directement le village. On sent même une espèce de courant d'air et cette profondeur, je veux dire, regardez. Quand j'ai parlé de cordon ombilical, c'est le cas, quoi. Ça et là, on a la lumière encore. Oui, il y a la lumière, c'est normal. Eux, ils n'avaient pas la lumière, mais je vois 1853. Oui, je l'ai dit, c'est plus moderne que l'époque de Vauban. Et alors là, on n'a pas la totalité, justement, parce qu'à un moment donné, l'escalier part un peu dans un autre sens. Donc là, vous avez quand même un bon 3/5e, là. Vous avez fait une bonne visite? Oui, merci beaucoup. Bravo, ouais. Bravo. Plein de connaissances. Et passionné aussi. Vraiment, sur la région, c'est magnifique. Puis une passion. Voilà, il nous a transmis sa passion, son vécu. Oui. Ça, c'est important. Ouais, oui, très. Voilà. Et à la prochaine, en tout cas, puisqu'on est ouvert toute l'année, vous pouvez revenir quand vous voulez. Allez, on y va. Allez, à Nive. Allez, à bientôt alors. Au revoir. Merci, au revoir. Étant natif d'ici, quelque part, on est condamné, moi je dis, à assumer un peu notre destin et tout ce patrimoine qu'on nous lègue. Donc avec les pompiers, je m'occupe du patrimoine naturel quelque part et là, en tant que guide sur le fort, le patrimoine bâti. Donc
On parle souvent de Vauban, mais c'est une façon un petit peu aussi de perpétuer le travail et le savoir-faire de tous ces anonymes qui, du porteur de sable au maçon et au forgeron et au tailleur de pierre, ont constitué 12 heures par jour à l'époque cette œuvre majestueuse et qu'on nous lègue et qu'on va transmettre. Donc on est obligé de l'assumer. Véritable trait d'union entre la plaine du Roussillon et la montagne, Villefranche de Conflans est une porte d'entrée qui ouvre sur un environnement exceptionnel. C'est le cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Un territoire de 137 000 hectares, marqué par une forte identité culturelle. Fier de cette identité catalane, Joël n'hésite pas à traverser les montagnes pour rencontrer tous ceux qui en préservent l'héritage. Là, j'ai quitté Villefranche pour aller à Saint-Laurent-de-Cerdan parce que j'avais hâte de rencontrer deux jeunes filles qui ont eu l'audace et la bonne idée de relancer l'activité sandalière sur ce fief justement des espadrilles catalanes. Et donc, je suis admiratif de voir qu'on puisse relancer une activité qui était tombée comme ça en désuétude et une activité qui fait partie du patrimoine catalan. Niché dans la montagne, Saint-Laurent-de-Cerdan. Ce village est considéré jusqu'au milieu du XXe siècle comme la capitale de l'espadrille catalane. L'activité emploie alors près de 1000 personnes et produit 3 millions de paires par an. Pour la première fois, Joël vient découvrir l'unique entreprise qui perpétue aujourd'hui cette tradition. Elle a été créée par deux jeunes femmes, et notamment Cécile Villa. Voilà, l'atelier de fabrication. Pratiquement comme à l'époque passée, quoi. Ah oui, tout à fait. Les machines sont vraiment d'époque. Il y a l'odeur d'huile et on travaille vraiment comme le faisaient les anciens, hein, vraiment dans le même type de fabrication qu'avant, en fait. Mmh. Voilà. On peut s'approcher? Oui, bien sûr. Bonjour. Les procédés de fabrication n'ont pas changé, mais les bigatanes, ces espadrilles catalanes, ont pris un sérieux coup de jeune. Rester dans du traditionnel comme ça se faisait avant, c'est-à-dire noir pour les hommes et rouge pour les femmes, c'est pas possible. Il faut étendre la gamme, il faut créer des nouvelles choses, il faut surprendre les gens. Voilà, la bigatane a fleuri comme ça, moi j'en ai jamais connu. Voilà, si on n'était pas parti dans ce chemin-là, on n'aurait pas 3 ans d'existence, je pense. En 2007, le dernier artisan sandalier de Saint-Laurent prend sa retraite. Cécile et son amie d'enfance Céline décident de reprendre l'activité avec un rêve en tête, relancer et faire perdurer un savoir artisanal qui a fait vivre la vallée pendant plus d'un siècle. En fait, voilà, c'est vraiment la spécificité d'ici, en fait, c'est qu'elles sont cousues. Donc vous avez une couture tout le tour et qui coud aussi à l'intérieur. Ça, c'est la marque de fabrique de votre entreprise. Voilà, c'est ça. Vraiment du pays catalan, parce qu'au Pays Basque, ils n'ont pas cette fabrication-là. Voilà. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 6 personnes et produit près de 300 paires par semaine. Voilà, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment de conserver ce savoir-faire traditionnel, pas le laisser perdre, hein, parce que depuis toute petite, on met des bigatanes et voilà, on voulait que les générations futures puissent en mettre aussi. Et créer des emplois, ça nous tenait à cœur aussi, quoi. Hein, donc voilà, c'était ça. Et pour fabriquer les espadrilles, il faut avant tout du tissu. Dès le 19e siècle, des manufactures textiles se développent à Saint-Laurent. La seule qui subsiste est toujours installée à quelques mètres de l'atelier de Cécile. Elle a été fondée en 1873 et c'est un joyau du patrimoine industriel de la région.
Le déclin de l'activité journalière aurait pu sonner la fin de l'entreprise. Mais en 1993, un couple de passionnés décide de lui redonner vie. De toute façon, la chaussure arrive bien par ici, quoi, voilà. Sur la rayure marron, donc comme ça fait... Françoise Quintat et son mari découvrent les lieux et tombent immédiatement sous le charme. Ce sont des amis qui nous ont dit que dans la montagne, parce que vu de Perpignan, ça fait très loin, il y avait une usine qui allait fermer. Et nous sommes venus la voir et à vrai dire, très vite, on a été pris par le bruit des machines en bas, cette espèce de cadence, de canettes comme ça qui passaient. Et on ne savait pas encore quoi, mais on a déjà été un coup de foudre d'atmosphère, d'état d'esprit. Et on s'est dit, c'est quand même pas possible qu'elle ferme. Les nouveaux propriétaires modernisent les coloris et donnent à chacune de leurs créations le nom des villages de la région. Là, c'est Saint-Cyprien, par exemple, où c'est mon mari qui a fait la mer et la terre, puisque nous avons Saint-Cyprien plage et Saint-Cyprien village. On a le Tome, on a le Maury, où on fait du très bon vin. Voici le Collioure Safran, qui est aussi un de nos basiques. Voilà, ça c'est Lulu, c'est un tissu d'archives, celui-ci, il existait. Voilà le Banyuls pour nos plages. Au départ, quand on a repris l'usine, ce qu'on voulait, c'est garder cette identité catalane. Et donc, au départ, tous nos tissus ont été tissés en sonque et or. Et après, bon, on les déclinait dans d'autres couleurs. On a toujours voulu garder cette tradition qui était très, très forte, puisqu'il y a eu près de 300 personnes qui ont travaillé dans cette usine. C'était un village qui était extrêmement industriel, on peut dire, parce que dans la région, il n'y a pas beaucoup d'industrie. Ce savoir-faire traditionnel se conjugue désormais à l'international. L'étoile et les espadrilles catalanes s'entendent aujourd'hui à travers toute l'Europe et même jusqu'aux États-Unis. Voilà, c'est prêt à partir. Elles sont un peu à contre-courant. Tout le monde fuit un petit peu les villages, les campagnes, et elles se sont fixées là, et puis avec une prise de risque, avec beaucoup de passion et de cœur. Donc chaque fois qu'il y a du cœur, de la passion, et surtout cette sauvegarde de un des pans de notre histoire et de notre culture. Moi, je suis preneur. Un patrimoine qui participe à la vitalité économique des villages et qui assure la cohésion de toute une région autour de valeurs communes. Nous sommes de retour à Villefranche-de-Conflans. Cet après-midi, le village se prépare à un événement très attendu. Je sais pas si on le fait rouler ou... Allez, go. Ça va être sympa là sur l'alcôve. Hein. Devant le bar de Joël, l'association Ciné Rencontre organise la projection d'un classique du cinéma français, tourné ici même, en 1959. Joël est à l'initiative de la soirée. Ça, c'est une table de... C'est énorme, l'écran. C'est trop grand? Ah, super. Non, mais on transforme un peu les lieux, mais sans y toucher, puisqu'ils sont classés, super. Ça va pas le masquer, ouais. Non, mais en plus, ce petit bastion, là, il est jamais trop utilisé, alors qu'il est mignon, quoi. Et certainement, on aura de l'acoustique et tout, là. Je dois avoir les rallonges dans le coffre aussi. Hein, pour On remet du cinéma en plein air, comme ça existait, une espèce de cinéma itinérant en zone rurale, quoi. Et c'est pas n'importe quel film qu'on va diffuser, parce que c'est le Bossu, dans lequel bon nombre de Villefranchis ont participé en tant que figurants. Donc, ma grand-mère, mon grand-père, mon père,
Donc d'autres habitants, c'est émouvant. Bon, certains sont décédés, mais il y a quand même eu une épopée cette année-là. Bourville, Jean-Marie qui ont joué au boule ici avec les habitants, c'est à la pétanque, et qui ont séjourné sur Villefranche. C'est quand même... Et tout le monde connaît ce film, c'est un classique du cinéma français, quoi. Donc ça, c'est volontaire, je voulais le faire. Super table, hein, vous l'avez piqué dans une école, non? Il y a des mecs qui ont dû sécher un paquet de trucs, là. Où j'en étais déjà. Pour Joël, cette projection est l'occasion de réunir toutes les générations du village et de partager les souvenirs. Quel souvenir vous gardez de ce tournage? Un souvenir inoubliable de notre jeunesse. Moi, j'étais la bonne sœur. Vous étiez la bonne sœur? C'était la bonne sœur. Je suis allée attendre mon mari, il ne m'a pas reconnu. « 1h45 de projection, mais une scène intéresse particulièrement les Villefranchois. La scène du marché. Elle a été tournée à l'endroit précis où le film est projeté ce soir, il y a 52 ans, quasiment jour pour jour. Voilà la bonne sœur là derrière. La bonne sœur là derrière. J'ai déjà vu sa tête quelque part. C'est des bons souvenirs, ça? Oui. J'ai les photos. Ah oui, regarde. Madame Castillo, Madame Georgette, Madame Paillet, moi, là-bas, elle est là-bas. Génial, je crois qu'elle n'est pas mauvaise. On a beau avoir vu, revu ce film qui est un des films classiques du cinéma français, toujours autant émouvant de voir que ça s'est déroulé sur cette place et avec des membres de la famille ou des habitants de Villefranche comme il y en a encore qui ont réussi à sortir ce soir malgré la fraîcheur. On les entend sans arrêt en train d'échanger les souvenirs sur les détails en tant que figurantes, parce qu'elles ont été même plus que figurantes, puisque ma grand-mère, à un moment donné, on la voit aussi qui manipule les pastèques et la tête de Bourville. C'est un moment de partage, et puis en plus à cette dimension-là, comme ça, sur un grand écran, c'est époustouflant, quoi. Sacré bourrique, ah je te jure. Une récompense de 5000 écus est promise à qui fera arrêter le chevalier de Lagardère qui s'est rendu coupable de l'assassinat de son Altesse royale, le duc Le chapeau gris, derrière. Ça t'en parle, la moustache? À être pendu derrière le cheval. jusqu'à ce que mort s'ensuive. Là, on s'est régalé, vraiment. Il faut en faire de temps en temps. Si, on refera. T'as vu ta grand-mère? J'ai vu ma grand-mère. Tu l'as vu? Oui. Ma grand-mère et mon grand-père. Madame Pignon. Ouais, c'est émouvant, ouais. Ouais, super. N'empêche, ça nous permet de les maintenir vivants, quoi. Vous êtes heureux de cette opération? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et je suis pas le seul. Et en plus, on les a fait veiller. C'est quand même... Ça nous a rajeunis. Ce qui est impressionnant, c'est que par exemple, Madame Peugeot, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie comme ça de... Oui. Ça, c'est impressionnant depuis le temps qu'elle n'était pas sortie. Oui. Non. Super. C'est la première fois que je la vois dehors depuis... on la voit sa fenêtre. Comme quoi, un autre monde est possible. Joël peut se réjouir. La soirée est un succès. Bonne année à tout homme. Mais le pompier catalan réfléchit déjà à d'autres projets pour animer son village. Nous le retrouverons bientôt. Dans les Pyrénées-Orientales, à plus de 2000 mètres d'altitude, nous rejoignons Joël Méné, le pompier catalan. Cet hyperactif, toujours en mouvement, semble ce matin plus tranquille. C'est vrai que j'avais jamais vu mon pays sous cet angle-là. Je ne me suis jamais trouvé au lever de soleil. Et moi, à Villefranche, j'ai pas l'habitude de voir le lever de soleil. On est de sa position encaissée, le village, et jamais on voit le soleil juste passer comme ça. Parce que là, quand même, là, il y a un petit moment de spiritualité, quoi, de contemplation. Avec quelques-uns de ses camarades pompiers, Joël part aujourd'hui à l'assaut du pic du Canigou. Allez les bâtons,
Et il est venu en famille, avec sa femme et ses 2 enfants. Bon, on y va? Pour tous les Catalans, l'ascension du Canigou, c'est un véritable pèlerinage. Mais là, on marche pas pour marcher, vraiment, on marche pour... en même temps, on pense, on réfléchit, on admire, on contemple. Là, c'est pas un sport, c'est... Je sais pas, c'est... Un sacerdoce. Voilà, je savoure, quoi. Culminant à 2784 mètres d'altitude, le pic du Canigou est considéré comme l'emblème des Pyrénées-Orientales. Point de rencontre entre la Méditerranée et la chaîne pyrénéenne, il fait partie du réseau des grands sites de France. Chaque année, ils sont plusieurs milliers à emprunter ces sentiers escarpés pour rejoindre le sommet. Après 2h30 de randonnée, Joël et ses amis atteignent enfin leur objectif. Ça y est, on est autour du monde, notre monde à nous. Ah, ces Pyrénées quand même. La victoire en chantant. Mais si, mais... Passage obligé, la traditionnelle photo au pied de la croix. C'est assez rare pour être mis sur papier glacé. Installée en 1943, cette croix est devenue au fil du temps un totem catalan. Ça, c'est aussi tellement de gens qui montent pour des raisons aussi variées que diverses, qu'il y a des gens certainement qui sont venus même se recueillir. Donc voilà, sur la croix, je viens de voir une fille se déshabiller pour mettre son t-shirt de rugby signé par tous les joueurs de l'USAP. Donc voilà, bon là, ça veut dire que certainement à la fin de l'année, on est champion de France, quoi. Là, t'as plus de signes. Une ferveur quasi religieuse, car le Canigou, c'est un peu la montagne sacrée des Catalans. Jadis, les gens pensaient que c'était le pic le plus haut d'Europe, carrément. Et les navigateurs, regardez ce pic un peu blanc, saupoudré de sucre glace de neige, se servaient de lui pour se guider. Et d'ailleurs, quand on est sur le territoire, on n'a pas besoin de boussole. Qu'est-ce qui sert de boussole sur le territoire? C'est le Canigou, même quand on est sur un feu de forêt, donc dans l'axe nord-sud, oui, le Canigou est là-bas, donc c'est... Voilà. Pour les avions, peut-être, qui se sont crachés. C'est un vrai protecteur pour les Catalans. Ah oui, bien sûr. Et des deux ouais, c'est un côtés. guide, c'est un guide. Un guide, un protecteur. C'est le lien entre les deux Catalognes aussi. Il y a beaucoup de reliques de Catalans du sud aussi. Vive la Catalogne! Terre de légende et de partage, le Canigou est aujourd'hui le symbole majeur de la culture catalane. Une culture bien vivante, célébrée chaque année dans toute la région à l'occasion d'un événement fédérateur, la fête de la Saint-Jean. Nous sommes de retour à Villefranche-de-Conflans, le village natal de Joël. Devant les remparts, les villageois se sont réunis pour accueillir une invitée de marque. Escortée par un groupe de randonneurs, la flamme de la Saint-Jean. Elle descend tout droit du sommet du Canigou, où elle a été ravivée. Tout au long de la journée, elle va se répandre à travers l'ensemble du territoire. C'est un bon moment, ça. Chaque année, on colore Villefranche, quoi. C'est pacifique, et c'est collectif et c'est universel. Un jour de partage
qui réunit tous les villages catalans. Ces enfants, par exemple, ils sont originaires de Font-Romeu. Eux, ils viennent de la montagne, donc d'une partie du département justement qui n'est pas, qui n'est pas sur le trajet de la flamme du Canigou. Donc ils viennent chercher leur flamme, qu'ils monteront le petit train jaune. Alors là, tenez-vous. Et après on dit aux enfants, jouez pas avec le foot. Pour rejoindre les villages de haute montagne, direction la gare de Villefranche, point de départ du petit train jaune. Yes, als kuntem, hè. 11, 12. Depuis 1910, le petit train jaune relie les villages de la plaine à ceux des montagnes. Ça me rappelle trop mon enfance parce que avec ma mère, avant de reprendre l'école, on prenait le dernier jour avant la rentrée, c'était une voyage en train jaune. Et là, je suis dans l'enfance. En plus, je suis un truc d'enfant. Et puis, il est utile parce qu'à l'origine, quand il a été créé, c'était pour désenclaver les hauts cantons qui étaient enneigés et difficiles d'accès. La construction de cette ligne a nécessité l'édification de 650 ouvrages d'art, dont 19 tunnels et 2 ponts remarquables. Aux commandes du train aujourd'hui, Joël Molinier, un véritable passionné. Moi, en fait, je suis, on peut dire, un enfant de la ligne. Mes parents se sont rencontrés, étaient cheminots tous les deux, enfin, le sont devenus, ils se sont rencontrés sur la ligne. Ma mère était chef de gare sur une gare du train jaune. Donc j'ai toujours connu le train jaune et l'amour et l'envie qui allait avec. C'est-à-dire que bon, on a vécu les bons et les mauvais moments de la ligne. Et puis maintenant, c'est à mon tour de lutter pour continuer le maintien de cette ligne. Dans les années 70, la ligne est menacée de disparition. Elle ne doit sa survie qu'à la mobilisation des cheminots et de la population locale. Ce train, en fait, il représente un fort patrimoine culturel pour la Catalogne, comme la Tour Eiffel sur Paris, comme le pont du Gard. En fait, c'est un symbole de la catalanité. Nous arrivons à Montlouis, à 1600 mètres d'altitude. Créé de toutes pièces par Vauban, Montlouis est le village fortifié le plus haut de France. Ici comme ailleurs, l'arrivée de la flamme du Canigou est un événement très attendu. Là, maintenant qu'on a récupéré la flamme qui descendait du Canigou à Villefranche, dans des remparts, on l'a emmené à Montlouis dans d'autres remparts. Et maintenant, tous les hauts cantons vont pouvoir venir se raviter, entre guillemets, avec la flamme qui descend directement du Canigou. C'est un relais, c'est un relais. La journée s'achève. Tous les villages catalans ont pris possession de la flamme du Canigou. Et de grands feux de joie vont bientôt illuminer les vallées de la région. Devant les remparts de Villefranche, la fête bat son plein. Et selon toute logique, le pompier est au feu. Aujourd'hui, à Villefranche ou dans d'autres villages du département, il n'y a personne devant la télé, quoi. Ils sont tous dehors.
Voilà, c'est un petit peu un retour en arrière sur des bases simples et anciennes. Et après, bon, vous voyez, tout le monde se met autour, c'est un peu comme la veillée. C'est un peu comme la veillée. Moi, j'ai pas tremblé. L'heure est venue de perpétuer une des grandes traditions de la Saint-Jean, le saut au-dessus du bûcher. La fin d'une journée remplie d'émotions pour tous les Catalans de cœur, et notamment pour Pierre Ménet, le père de Joël. Mais moi, je suis heureux parce que je suis un ancien maintenant. Surtout, ce qui m'a impressionné, c'est tous ces gamins qui sont imprégnés de cette culture catalane et qui ont fait revivre cette culture. Il va se pérenniser. Et je pense qu'à travers cette journée, ce cœur catalan, cette transpiration de la culture et de notre histoire a été fabuleuse. Préparer l'avenir sur les fondations héritées du passé, c'est ainsi que ces passionnés construisent leur village pour demain. Passion Patrimoine, réalisée par Reine Almérienne. Dans les Pyrénées-Orientales, Joël, le pompier cafetier, fourmille toujours d'idées. Cet été, il va inaugurer au Fort Liberia un musée consacré à l'architecte écossais Mackintosh, le père fondateur de l'Art Nouveau en Écosse.